Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette série de petites discussions un an après la Valve Virtuale, en tout cas un an après l'édition 2020 de la Valve Virtuale. Nous sommes avec Fabien Benetou. J'ai pas écorché ton nom, Bonjour, c'est c'est parfait. parfait, c'est parfait. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Avec plaisir. Alors, merci de m'avoir avec tout le monde. Donc, je m'appelle Fabien Benetou, comme tu l'as dit, et je suis consultant pour le Parlement européen dans l'équipe innovation, en particulier pour tout ce qui est développement ou prototypage WebXR, donc réalité augmentée, réalité virtuelle sur le web. Et aussi pour UNICEF, pour le fonds de l'innovation, dont le but est, comme j'espère certains d'entre vous l'ont découvert l'an dernier, de trouver en fait des startups, donc des entreprises à, on espère, forte croissance, qui vont pouvoir se développer, mais qui sont dans des situations difficile, car commencer n'est jamais évident, et en particulier dans des domaines avec des technologies émergentes, encore plus. Donc on essaye de leur donner un coup de main. Donc voilà, j'ai un rôle là de consultant au niveau technique, c'est-à-dire d'évaluer les startups au niveau purement quelle est la technologie utilisée, est-ce que l'équipe fait sens, qu'il y a un CTO par exemple, parce que créer une boîte basée sur de la technologie et en particulier des technologies émergentes sans un CTO, c'est quand même assez difficile. Donc ce genre de questions au final assez simple. Et après coup, une fois que la sélection est faite, voilà, les aider, leur donner un coup de main, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être changé, etc. Et aussi, alors je me garde quand même un jour par semaine pour des projets perso, des choses un peu folles à droite à gauche, et qui en général sont quand même très axés technologie, car tout ce qui est VRR est à mes yeux, si ce n'est le sujet le plus intéressant, au moins un des sujets les plus intéressants, et j'espère avec un impact positif. Voilà. Tu nous as parlé du concours que tu es venu présenter l'année dernière. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles justement de ce concours? Avec plaisir. Alors, pour redonner un petit peu le contexte quand même pour ceux qui ont oublié depuis l'an dernier, le concours pour le fonds de l'innovation UNICEF, ça consiste à donner 100 000 dollars par startup et un an de support. Donc, je disais le support, c'est moi au bout du fil. C'est aussi d'autres collègues qui font plus le côté business ou comment dire, mise en relation avec des investisseurs institutionnels ou venture capital. Euh, et euh, et en général, et avec pour des startups qui utilisent des technologies émergentes. Euh, Comme je l'expliquais aussi à l'époque, ce sont des startups qui ont un prototype. Ça n'est pas juste un PowerPoint, parce qu'en général, le PowerPoint, voilà, c'est un peu, je vais exagérer, mais c'est un peu, en tout cas à mes yeux, c'est un peu comme les photos sur les sites de rencontres. Bon, parfois on peut exagérer un petit peu ou prendre le bon angle, etc. Alors qu'avec un prototype, surtout une fois de plus basé sur des technos, on peut pas trop tricher, c'est-à-dire qu'on voit si l'entreprise est capable de créer en fait un produit et s'il y a vraiment un concept intéressant derrière. Parce que c'est facile, une fois de plus, d'écrire un PowerPoint qui dit je vais aller sur la Lune en un claquement de doigts et au final, bon, en pratique, c'est pas évident. Voilà, c'est quelques critères et évidemment, je le précise en dernier, mais c'est évident, le but, puisque c'est organisé par UNICEF, est d'aider les enfants, de supporter enfin tout type de développement finalement. C'est aussi pour ça que c'est uniquement destiné à des pays où UNICEF a un centre, un HQ, bon, il y a une présence, mais une présence voilà, sur le terrain, pas à New York ou pas en Europe ou au Japon. Donc le but étant de les aider. Euh, et donc on fait une sélection avec, je ne sais plus honnêtement combien de centaines on a eu de candidats, mais on en a eu pas mal, et on raffine petit à petit. Est-ce que voilà, ils ont une équipe complète, est-ce qu'ils ont un prototype, est-ce qu'ils utilisent aussi vraiment une technologie émergente, parce que je dois avouer, il y a quand même, c'est comme bon, je vais pas critiquer trop les domaines en dehors de la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, mais par exemple l'intelligence artificielle. Bon voilà, dès qu'il y a un algorithme qui tourne, qui est un peu récent, ça devient l'intelligence artificielle. Donc on doit un petit peu vérifier ce qu'il y a sous le capot.
et voir si vraiment la technologie émergente est utilisée et si possible, voilà, ça doit être utilisé à des fins qui font sens, Mm. pas un sticker qui fait, voilà, on utilise de la VR, donc c'est moderne, donc c'est super. Voilà, il faut que ça fasse un peu plus sens que ça. Je dis ça en étant, je titille un peu, mais malheureusement c'est vrai. Et donc je peux pas donner de nom en fait ou d'exemples trop précis malheureusement parce que les cohortes, enfin, on est encore, l'année se finit, c'est-à-dire que dans un mois on aura notre, on va dire vraiment le bilan noir sur blanc. Donc là on a vu l'évolution en fait des startups durant ces 11 derniers mois à peu près, mais il nous reste encore à peu près un mois avec elles. Donc grosso modo ça se passe bien, mais je peux déjà donner un pattern qui malheureusement fait un peu écho à ce que je disais au niveau de coller un sticker avec une technologie émergente. On essaye de filtrer en amont, mais certaines startups euh, ont des difficultés parce qu'elles découvrent en fait encore, même après un an, vraiment tout ce qui est réalité virtuelle ou augmentée. Et donc c'est utilisé, j'ai envie de dire un peu naïvement malheureusement. C'est-à-dire qu'on est dans un casque, par exemple, pour la réalité virtuelle, et on voit quelque chose d'immersif, de nouveau, mais on n'a pas forcément des interactions très riches. Donc ça veut dire que techniquement c'est correct, on fait vraiment de la VR, mais si jamais par exemple, bon, je me téléporte entre guillemets de mon salon à ma salle à ma salle à manger, bon l'intérêt est pas énorme Mm. quoi. Alors que si jamais je me téléporte au centre d'un volcan par exemple, voilà ça fait plus sens. Donc ça c'est un type d'erreur qui est malheureusement récurrent, qui a eu lieu cette fois pour quelques startups où la réalité virtuelle a été utilisée, j'ai envie de dire, de façon un peu superficielle. Voilà. Donc techniquement correct, donc on a vraiment un produit derrière qui fonctionne, mais j'ai envie de dire oui, il leur faut encore quelques mois de plus pour creuser en disant mais finalement la réalité virtuelle, quel est l'avantage compétitif? Parce que mettre un casque, déjà ça, bon, voilà, on s'isole entre guillemets, surtout si c'est pas une expérience sociale, donc ça a quand même un coût. Mm. Le casque lui-même a un coût, obtenir le casque a un coût, donc il faut quand même se poser la question pourquoi. Et bon, c'est dommage, j'ai des exemples très précis en tête, mais je peux pas les citer. J'ai pas non plus envie de pointer du On doigt. pourra les voir le mois prochain, c'est ça que je comprends. Voilà. Non, alors certains, on va les filtrer aussi en amont parce qu'on a des choses qui ont été. Voilà, je pense que ça vaut toujours le coup. Je m'excuse d'être un peu abstrait alors que ça peut être beaucoup plus précis, mais je me dois de le faire pour les startups en question. Mais il faut quand même réfléchir au contexte, comment on utilise une technologie, pas juste voilà la technologie pour la technologie. Réfléchir d'un point de vue pédagogique. Quels sont les avantages compétitifs de la réalité virtuelle? Est-ce qu'on peut avoir des interactions riches? Est-ce qu'on peut être dans un lieu qui est normalement inaccessible? Et aussi, j'ai envie de dire, un avantage compétitif par rapport à la VR d'il y a un an, 5 ans, etc. Donc typiquement, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais souvent, on voit le système solaire et on voit 9 planètes, ou je ne sais plus combien on en a, mais bon, à peu près. On voit quelques planètes qui tournent et donc c'est intéressant, mais voilà, ça a déjà été fait combien de fois? 10 fois, 100 fois, 1000 fois, c'est vraiment. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, une façon d'aller un peu plus loin? Est-ce qu'on peut pas, n'importe quoi, j'ai envie de dire, avancer vers une planète et les autres vont se reculer? Ou est-ce qu'en avançant vers une planète, on peut pas la découper en plusieurs morceaux? Enfin, il y a vraiment tellement de choses qui font que malheureusement, j'ai envie de dire, donc moi je suis toujours passionné par tout ce qui est réalité virtuelle. Je trouve une fois de plus que c'est le médium le plus intéressant et aussi le plus abouti, parce qu'on a voilà, un casque qu'on peut acheter dans le commerce pour une somme maintenant relativement modique, enfin clairement moins qu'une salle de recherche à 100 000 euros, comme c'était le cas il y a 10 ans, maintenant c'est des quelques centaines d'euros. Mais il faut quand même se reposer la question du, voilà, la qualité du contenu devrait continuer en fait de s'améliorer ou au moins s'améliorer linéairement au fur et à mesure du temps. Et là, on a quelques doutes. Donc voilà, il y a ces choses-là, j'ai envie de dire, qui sont à mes yeux assez dommages. Après, je suis assez critique parce que bon, j'en ai vu quand même passer quelques-unes. Ça fait quoi, 3 4 ans maintenant, 3 ans je crois, que je m'occupe de supporter ce genre de startup et je vois des patterns comme ça récurrents. Donc c'est pour ça que je préfère mettre euh, un petit,
un petit warning, un petit message d'alerte en disant bon, utiliser une technologie émergente, oui. Avoir le sticker technologie émergente pour ça, non. Et donc vraiment réfléchir qu'est-ce qui a été fait avant et comment l'utiliser au mieux. Donc on a des choses un peu négatives comme ça. Après, c'est peut-être aussi moi qui suis un peu trop dans ma bulle, et dans le sens où si on parle de, par exemple, de l'existant qui serait un livre avec des photos de planètes, on a déjà quelque chose de génial, même si on a que, entre guillemets, le, voilà, l'expérience classique de Mm. VR avec les planètes qui tournent sur elles-mêmes. Mais voilà, j'ai envie de toujours avoir plus, de les pousser un peu et d'avoir quelque chose de nouveau. Et parce que même aussi, une fois de plus, on parle de start-up, il faut monétiser. Et donc, il faut que après les clients payent pour une solution. Le but étant pas forcément d'être milliardaire, parce que moralement, éthiquement, bon, c'est quelque chose que je n'accepte pas, mais en tout cas d'avoir suffisamment de fonds par les clients pour avoir un projet soutenable. Donc voilà, il faut se poser ces questions-là pour pouvoir après vendre le projet. D'accord. Alors, il y a quel aussi, alors à vrai dire, on a eu aussi, oui, il y a plusieurs difficultés qu'il peut y avoir, des choses au niveau euh, comment dire, administratif, enfin des Mm. choses, voilà, c'est gérer une start-up, hein, c'est des gens qui partent, des gens qui sortent, augmenter le staff, comment avoir une culture maintenue au final quand on a un staff de plus en plus, enfin, de plus en plus d'employés. Et qu'on recherche Donc ce aussi genre de peut-être challenge. des caractéristiques ou des compétences qui sont finalement pas si disponibles que ça sur les techno immersives, à la fois technique et création de contenu. C'est ce que tu disais un peu, c'est on peut avoir plein d'idées pour faire de l'usage intéressant. Après, on peut se rendre compte aussi quand on arrive dans cet usage intéressant que finalement produire le contenu, c'est pas si simple que ça. Maîtriser la technique, c'est pas si simple que ça. Et j'aurais voulu aussi avoir ton opinion parce que tu es un fervent défenseur du WebXR. Tu Mhm. nous en as parlé l'année dernière et depuis quelques temps on échange là-dessus. Donc le WebXR, hein, pour donner rapidement, je fais un petit résumé, c'est de l'open source, c'est de la VR open source, ouais, on va le dire comme ça. Pas que de la VR, ça peut aller plus loin, mais en tout cas, l'idée derrière, c'est qu'il y a une solution open source. Non, Non, je suis désolé. elle n'est pas open source. Alors, ça peut l'être, mais c'est pas ce qui définit finalement. Donc, WebXR, oui, à mes yeux, ça doit l'être. Ça doit l'être. Mais techniquement, ça n'a pas besoin d'être. Techniquement, WebXR, c'est un standard développé au sein du W3C, donc le World Wide Mm, Web Consortium. Donc, c'est comment on définit, par exemple, Safari ou un mm. navigateur comme Chrome, etc. On a en fait, pour Chrome, Google, pour Safari, Apple, pour Firefox, Mozilla, etc., etc., qui vont se réunir ensemble et dire voilà, on peut avoir une page web, j'en sais rien moi, qui affiche, qui contrôle une imprimante 3D, j'en sais rien. Je prends vraiment un exemple un peu loufoque. Et puis par exemple, Apple va dire non, mais ça fait aucun sens. Google va faire oui. On va avoir des petites batailles à droite à gauche, mais ça veut dire que après, quand on ouvre une page web, y compris l'exemple typique, c'est la page web du CERN où ça a été inventé il y a quoi, il y a 30 ans maintenant, qui tourne toujours. C'est-à-dire qu'on va sur une page du CERN qui a des dizaines d'années et le contenu toujours tourne. Et en plus, ce qui est génial, c'est que ça tourne. Donc à l'époque, il y avait il n'y avait pas de téléphone portable en tout cas qui suffisait pour aller sur le net, mais maintenant oui. Et donc on a du contenu qui marche sur ordinateur, sur PC chez soi, sur tablette, etc. Donc c'est on a en fait des définitions de normes pour le web qui vont être le résultat de discussions et aussi de confrontations. Et donc le WebXR est une norme qui dit que la réalité virtuelle et la réalité augmentée va marcher sur tous les navigateurs qui supportent cette norme. Euh, et en fait, ça veut dire qu'on peut avoir de la VR. Théoriquement, le but, c'est que tous les casques de VR, tous les casques de réalité augmentée supportent, ou même aussi voilà, les téléphones portables, supportent cette norme. Et donc, l'espoir étant d'avoir un lien qui marche partout. C'est vraiment ça l'objectif. Le côté open source, ça veut dire qu'on peut aller sous le capot, ouvrir, voir ce qui se passe, qu'aussi au niveau vie privée, bah voilà, on peut auditer le code et voir ce qui se passe dedans. Et quand on a un casque quand même de VR, comme typiquement celui-ci, le Quest, on a des caméras partout, on a des senseurs partout, ça filme tout, ça enregistre tout. Donc
je pense que c'est assez intéressant de savoir comment ça se passe, de pouvoir l'auditer et au niveau vie privée d'avoir, ou même au niveau aussi, comment dire, secret si jamais on est dans le monde professionnel. Bon, on veut pouvoir comprendre ça. Donc, et souvent, donc par exemple, les navigateurs comme Chrome ou Firefox vont être open source, donc on peut voir comment ça marche et on peut aussi les modifier si besoin, quoi. Et on va avoir aussi des frameworks dans les librairies de programmation comme A-Frame ou Babylon.js ou React 3 Fiber qui elles vont toutes être open source et donc ils vont permettre de faire ce qu'on peut et si jamais la librairie ne le permet pas, d'aller modifier, de dire non, je voudrais ça n'a rien à voir, mais bon, pour continuer avec l'exemple un peu limite, de connecter une imprimante 3D avec. Et donc je peux rajouter ça. Donc il y a l'aspect open source et à mes yeux en tout cas, éthiquement et moralement intéressant, pour ne pas dire nécessaire, mais techniquement, c'est deux choses qui se font à part, quoi. C'est séparé. Et donc voilà, comment dire, la proposition de valeur, c'est un lien qui marche partout. Et on C'est tout dissocie simple le que fond et la forme, en gros, pour être clair, on peut utiliser, comme tu dis, n'importe quel outil, finalement, ça. pour accéder à soit la VR, soit la R, enfin, soit la réalité augmentée, soit la réalité virtuelle. Est-ce que depuis un an, on parle de l'aval virtuel un an après, parce que l'année 2020 a quand même été assez spécifique, hein. En tout cas, depuis que je suis né, c'est sûr qu'elle a été assez étrange. On a vu beaucoup de propositions autour des mondes virtuels, je vais le dire en gros, hein, de l'interaction à distance et des mondes virtuels. Est-ce que pour toi, cet aspect, on va prendre les deux aspects, WebXR et cet aspect open source, ont joué un jeu particulier, ont été mis en avant, ont su tirer leur épingle du jeu ou pas? Alors moi je suis naïvement positif quand même, donc je veux dire on est pas mal. Ça progresse petit à petit. Une leçon qui est avant en fait même la différence de l'année 2020 qui est quand même assez en effet unique. C'est une leçon que j'ai tirée en étant CTO d'une startup il y a 4 ans maintenant, 5 ans, c'est que quand on se rattache à une norme comme WebXR ou une spécification comme WebXR, il y a un côté, mais je pense que comme pour toutes les innovations, mais en particulier quand on le fait avec une startup ou une entreprise, hein, de toute façon, mais il y a un côté timing qui est très très important, c'est qu'on ne veut pas faire des imprimantes 3D 50 ans après tout le monde, mais si jamais on est aussi parmi les premiers, ça va être difficile. Ça va être très très difficile, il faut tout découvrir et aussi il faut convaincre les gens, mais pourquoi c'est intéressant d'avoir une URL pour tout? Voilà, on peut avoir vraiment une incompréhension et donc il faut en discuter, etc. Donc il y a un côté timing qui est très très important. Et donc si jamais la question, pour résumer un peu abruptement, c'est est-ce que 2020 est l'année du WebXR? J'ai envie de dire pas encore. Et pour malheureusement être honnête, ça fait quand même 4 ans que je dis pas encore. Mais je suis convaincu que ça va peut-être être la prochaine. Pourquoi je dis ça? C'est que si la proposition de valeur, c'est une URL qui marche partout, ça veut aussi dire, par exemple, de marcher sur ce type de machine. Donc un iPhone d'Apple, parce que Apple, je disais, fait Safari. Et pourquoi en fait, donc personnellement, j'utilise un iPhone pour les questions de vie privée. Je ne fais pas confiance à Google. Je pense que techniquement, c'est une boîte excellente. La plupart des gens à l'intérieur sont probablement plus intelligents que moi, mais ça reste une boîte qui fait de la publicité. Donc avoir un Android, un téléphone Android, c'est quand même avoir comment ça s'appelle, comme un panneau JC2Co partout, quoi. Donc c'est quelque chose qui ne me parle pas. Donc j'utilise Apple, mais malheureusement Apple est loin d'être parfait. C'est que c'est quand même une cage dorée, dans le sens où Apple gère absolument tout. C'est simple, au niveau du matériel, supply chain, logistique, etc., jusqu'au logiciel, jusqu'au même au contenu. C'est incroyable le contrôle qui est exercé par Apple. Mais voilà, c'est un peu le moins pire de deux mondes à mes yeux, hein. Je donne juste ma perspective. Mais ça veut aussi dire que par exemple, si jamais on veut un lien qui marche partout, il faut aussi qu'il marche sur un iPhone, sur Apple, et aussi parce que je ne sais pas combien est leur part de marché, mais
c'est énorme. En général, en gros, on veut une app qui marche sur Android et sur iOS. C'est à peu près le standard dans l'industrie, quoi. Et donc, ça veut dire que si on veut du WebXR qui marche partout, il faut aussi que ça marche sur Apple. Et Apple traîne un peu, enfin Apple fait ce qu'il veut à son rythme, quoi. En gros, c'est si jamais on sort maintenant, on sort maintenant. Si on sort dans 5 ans, vous attendez 5 ans. Et on vous dit pas, on vous dit pas quand ça sort. Ce qui est encore une fois de plus au niveau du timing pour les startups ou pour les entreprises, le pire, c'est de savoir. On sait que ça va arriver. On en est sûr à 99%. Mais est-ce que c'est cette année? Est-ce que donc c'est assez marrant d'ailleurs qu'on ait cette discussion aujourd'hui. Hier et je crois encore en ce moment, il y a la conférence Apple de l'année, ou c'est celle de l'année, bon, une importante en tout cas, on annonce beaucoup de nouveautés, et une des grandes attentes, c'était les fameuses lunettes de réalité augmentée Apple, bon, qui n'ont pas été annoncées. C'est pas une surprise énorme, parce qu'ils quand même ils nous préviennent en douceur que bon, ça va être un truc pas de développeur, mais de... Enfin, on est encore bien en amont, et ça sera pas cette année, la suivante, etc. Mais tout le monde espérait quand même, en gros. Enfin, sauf la compétition d'ailleurs, qui n'espérait pas, j'imagine. Mais donc, il n'y a pas eu cette annonce-là, mais on est tous un peu assis sur notre chaise. Est-ce que ça va être cette année ou pas? Et une des attentes qu'on pouvait avoir, c'est est-ce que Safari, le navigateur d'Apple, va supporter WebXR? Je m'excuse, je développe, enfin ça prend un peu de temps, mais c'est des liens qui sont assez logiques, et au niveau stratégie, voilà, si on veut se positionner pour du WebXR, pour du contenu qui marche partout, on est toujours en attente de cette annonce-là, de dire Safari d'Apple va supporter WebXR, et là, ça marche vraiment partout. Et ce qui est assez frustrant, parce que en pratique, eh ben, on prend le casque de VR le plus vendu, c'est pas la version 1, c'est la version 2, mais c'est l'Oculus Quest, le Facebook Quest. Voilà, on l'achète n'importe où pour une bouchée de pain, c'est vraiment une bouchée de pain que j'exagère, mais pour un casque de réalité virtuelle, c'est incroyablement pas cher, quoi. C'est vraiment très abordable pour ce sujet précis. On prend aussi j'ai un HoloLens 2 là, on prend un Magic Leap, donc des casques de réalité augmentée professionnels à 2500 € pièce. Ça supporte WebXR. Et rien à installer, il n'y a pas de patch, en particulier le HoloLens, ça c'est assez récent pour le coup, puisque tu me poses des questions sur qu'est-ce qui a changé en un an. Mais par exemple, on achète un HoloLens, on a Edge dessus, qui est basé sur Chrome, on ouvre une page WebXR, et ça marche. C'est-à-dire qu'on voit des objets en 3D devant soi. Et on n'a pas installé d'app, on n'est pas allé par un store ou quoi que ce soit. Donc par exemple, le temps d'aller depuis je mets le HoloLens à j'ai un contenu qui est radicalement différent, qui est créé par toi ou n'importe qui, mais extrêmement rapide. Donc au niveau distribution du contenu, j'ai envie de dire, c'est magique. Mais on a encore cette petite épingle dans le pied ou ce petit caillou dans la chaussure d'Apple qui fait bon, on est prêt quand on est prêt. Mais je dois avouer, je suis quand même, c'est très positif. L'Oculus, le Quest 2 qui est sorti il y a quoi? C'était pour Noël ou un peu plus que ça? Non, il y a un an même maintenant d'ailleurs. Supporte WebXR depuis le début. C'est-à-dire qu'on l'installe, enfin on le configure, on met le casque, on lance le navigateur et paf, on peut aller explorer du contenu WebXR. Et aussi au niveau, comment dire, si jamais on réfléchit au niveau stratégique, qu'est-ce qui a changé? C'est que il n'y a pas eu de changement chez Facebook, c'est-à-dire qu'ils continuent d'embaucher des gens pour développer du WebXR. Le navigateur continue d'avoir de plus en plus de gens dans l'équipe. La gestion des mains, ce qui était quand même, voilà, c'est une nouveauté aussi par rapport à l'an dernier. L'an dernier, en WebXR, on pouvait uniquement utiliser les contrôleurs. Donc ça marche bien, c'est efficace, etc. Mais une des nouveautés quand même assez sexy du Quest, c'est de dire non, on a même plus besoin, on a juste le casque. Et c'est tout. On n'a plus besoin de contrôleur. On utilise ses mains pour prendre un objet, contrôler, le faire grandir, le faire pivoter, etc. Et donc ça, c'est supporté sur WebXR, dans le navigateur de base du Quest, depuis 3 mois, j'ai envie de dire, quelques mois en tout cas. Et tous les frameworks comme Babylon.js, comme A-Frame, comme React Fiber le supportent. Donc ça veut dire que par exemple, cette gestion des objets avec les mains plutôt que les contrôleurs est supportée dans WebXR. Et donc le code qu'on va utiliser pour le Quest va aussi tourner sur le HoloLens 2, sans aucune modification, sans changement et de façon instantanée. Donc voilà, on a eu à la fois toujours cette attente d'un des plus gros acteurs du domaine et à la fois plein de petites améliorations au point voilà, où on a où je continue finalement d'être naïvement confiant sur voilà cette promesse de un lien qui tourne partout, quoi. Et d'ailleurs, petite remarque, quand je dis un lien qui tourne partout, donc tu donnais les exemples en VR et en AR, mais c'est aussi un lien qui tourne partout, même quand on n'a pas de casque de VR, quoi, ou casque d'AR. C'est-à-dire que si jamais on donne un lien
pour une app comme Mozilla Hubs qui permet de chatter, de faire des ateliers, des présentations, etc. Ça marche en réalité virtuelle. Et dans beaucoup de cas, c'est quand même le plus intéressant, ou en tout cas le plus amusant, parce que voilà, on est ailleurs, tout simplement. Mais ça n'est pas obligatoire. C'est aussi ça que je trouve qui est très intéressant, c'est qu'on donne un lien à quelqu'un, et s'il a un casque de VR, très bien. Si elle n'en a pas, c'est pas grave. On va utiliser juste, entre guillemets, la webcam, ou la souris pour cliquer, ou le clavier pour avancer. Donc voilà ce côté inclusif qui est le plus intéressant. Et donc ça, dans ce sens-là, depuis un an, on continue de progresser, c'est-à-dire que tous les, euh, tous les casques les plus connus supportent WebXR depuis le début. On ouvre la boîte et on peut avoir accès à ce contenu-là. Donc assez positif, mais toujours cette petite attente. Et si tu as donc tu parlais de l'arrivée vraiment d'Apple qui va aussi changer la donne, donc puisque là on va avoir un ensemble d'appareils vraiment énorme qui va pouvoir le supporter. Alors, si on laisse ça de côté, parce que comme tu l'as dit, hein, c'est Apple qui maîtrise le timing, donc Tout à fait. on va pas prendre des paris. Par contre, à ton avis, s'il y a une chose qui pourrait changer la donne aussi sur un futur assez proche finalement, qu'est-ce que ça pourrait être pour toi? Alors, alors, pour Apple, d'ailleurs, moi, je regarde plus les news. C'est-à-dire que je fais vraiment pas de pari à ce niveau-là. Quand c'est prêt, c'est prêt. Après, pour être très pragmatique, si jamais les gens veulent vraiment parier là-dessus, quand on fait du contenu pour la VR ou pour HoloLens, etc., les concepts sont les mêmes, quoi. Mm. Apple, peu importe à quel point on leur lance des fleurs sur leur réalisation, le design, etc., en pratique, ça va être grosso modo. Bon, je les vois pas inventer la téléportation, en Mm. gros, quoi, littéralement. Donc bon, je fais pas de pari, mais et au niveau après mon pari personnel et ce qui je pense devrait changer les choses, c'est un framework en particulier, mais je vais plus utiliser comme un exemple qui s'appelle React 3 Fiber. J'avais parié il y a à peu près 4-5 ans sur A-Frame, qui était développé initialement chez Mozilla, qui est maintenant un projet communautaire. Donc c'est un framework qui permet, j'ai envie de dire presque de tout à chacun, qui est open source et qui permet presque à tout à chacun de faire du WebXR, de développer du contenu intéressant, amusant et assez joli, mais j'ai envie de dire visuellement assez basique. C'est pas quand on regarde des vidéos d'Unreal 5, voilà, on n'y est pas quoi. C'est pas ça. Mais ça veut dire que vraiment, moi j'ai donné des ateliers de programmation à des gens qui ne sont pas développeurs. Ils ont pu faire du contenu de VR. Alors que quand on pense VR, c'est un peu l'état de l'art des interfaces en informatique. Et oui, j'ai envie de dire c'est le cas, mais c'est pas pour autant que ça doit être inaccessible Mm. au niveau de la création aussi du contenu. Et donc A-Frame est ce sur quoi j'ai fait le pari. Ça continue d'être très intéressant et c'est très accessible, voilà, pour même des non-développeurs, parce qu'on a un langage qui ressemble un peu à du HTML en gros, quoi. Donc si jamais quelqu'un a fait une demi-heure de cours une fois dans sa vie sur du HTML, comment faire sa page web, bon, il va quand même falloir réfléchir un petit peu, bidouiller, mais c'est accessible quoi dans ce sens-là. Mais c'est aussi un peu limité. Et React Free Fiber, donc React en fait est un framework pour faire des pages web qui a été inventé, produit chez Facebook il y a, je sais plus, 8 ans, je crois de mémoire, et c'est assez rigolo, je trouve, parce que c'est comment en gros faire une page web qui charge en 100 millisecondes, la faire charger en 90 millisecondes. C'est des choses qui, je trouve ça un peu folle, quoi, hein, on s'en fiche. Mais il y a une qualité, en fait, il y a des études qui ont été faites qui montrent que plus une page charge vite, plus ça donne une impression de qualité. Donc on veut que une page web charge quasiment instantanément, et là on fait waouh, quel beau site, même si, ou quel site bien fait. Alors qu'on pourrait attendre voilà, 50 millisecondes de plus. Mais donc il y a eu un effort qui a été fait par Facebook pour ça, qui ont développé ce framework, cette librairie. Et en fait, l'idée de React 3 Fiber, c'est de porter en fait toutes ces compétences euh, sur comment optimiser l'affichage d'une page web, mais pour WebX, enfin non, pour la 3D d'ailleurs. Et pour la 3D, et donc après ça, pour XR, la VR et la R, et sur le web. Et la différence qu'il y a, bon, techniquement, c'est très bien pensé, je trouve. Enfin, au niveau architecture, voilà, je trouve que c'est bien fait. Mais la différence, c'est que c'est quand même plus compliqué, donc c'est plus difficile d'accès.
Keyframe, mais ça veut dire que tous les gens qui s'y mettent sont finalement des professionnels au niveau informatique, des développeurs professionnels. Et ça veut dire qu'on va avoir une qualité de résultat, on va avoir du contenu peut-être moins intéressant, discutable, mais peut-être, mais au niveau visuellement, au niveau interaction, etc., c'est un cran au-dessus, quoi, en moyenne. Hein. Et c'est pas forcément techniquement, c'est plus au niveau culturel que il y a une barrière à l'entrée qui fait que ça va être uniquement des développeurs en général professionnels qui vont le faire, et donc on va avoir un résultat de meilleure qualité. Et je pense que c'est ça qui va un peu bon, l'intersection, parce qu'au final, que WebXR soit supporté par les derniers casques à la mode et les plus connus, bon, c'est nécessaire, mais c'est non suffisant, dans le sens où si jamais c'est possible, mais on a, allez, du contenu de merde, on va nulle part. Et donc moi je suis prototypeur, c'est-à-dire que je fais pas du beau contenu, je fais des trucs moches. J'espère qu'ils aident à aller plus loin, à découvrir des idées, etc., des concepts, mais c'est pas beau. C'est intéressant, j'espère, mais pas beau. C'est toujours nouveau en tout cas. Mais ça veut dire que je fais des expériences WebXR que les gens vont utiliser 30 secondes maximum, quoi, juste pour découvrir. Mais donc si jamais on a quelque chose qui est faisable où on n'a pas du contenu de qualité, on est bloqué. Et à mes yeux, c'était un petit peu le cas au niveau WebXR. Au début, c'était, on peut pas le faire techniquement parlant, mais maintenant on peut, c'est supporté partout. Et on peut le faire, mais on n'a pas de contenu vraiment très beau ou très bien pensé, ou même avec un investissement, parce que voilà, on va pas s'amuser à mettre des milliers ou des dizaines ou des centaines de milliers d'euros si on a un truc moche ou inutilisable après. Et donc maintenant, je pense qu'on a un peu les deux, techniquement faisable et les capacités pour faire quelque chose qui soit visuellement, esthétiquement ou même au niveau temps de réponse, etc. au top. Donc à mon avis, c'est le pari sur lequel en tout cas je mise. Enfin voilà, c'est mon pari plutôt, c'est ce framework-là en particulier, parce que il est basé sur React et il y a je sais pas combien de développeurs React dans le monde, mais ça se chiffre en dizaines de milliers. Donc ça leur fait un pont finalement de passer entre le développement web classique, mais professionnel, contrairement à iframe, vers la 3D et donc la VR et la R. Donc voilà, c'est un peu, je pense, j'espère en tout cas, le changement qui va un peu comment ouvrir les vannes et lâcher du contenu de qualité qui, je pense, on va tous être assez surpris dans les mois même qui viennent sur ah mais ça c'est une page web. Alors qu'avant, voilà, c'est une page web, c'était une image, un peu de texte, une image, un peu de texte. Et là, je pense qu'on va j'espère en tout cas une claque. C'est possible, ça. Voilà. C'est le Eh ben, pari. écoute, merci Fabien, merci pour ces échanges. On va suivre ça avec intérêt. Je pense que ces expériences-là, comme tu dis, vont être extrêmement intéressantes et finalement dans un avenir assez court. Rendez-vous début juillet hein, pour la nouvelle édition de Laval Virtual, la 2021. Alors en présentiel et en virtuel. On verra si on se voit physiquement entre guillemets à Laval ou on se voit virtuellement dans le Laval Virtual World. Mais en tout cas, je serai très heureux de pouvoir rediscuter avec toi sur ces sujets. Mais avec grand plaisir. Merci. Merci à toi.